Monsieur le leader du gouvernement, je vous reconnais. Oui, Madame la Présidente, avec votre permission et avec le consentement des collègues, nous pourrions procéder à ce moment-ci à l'hommage au premier ministre avec des interventions dans l'ordre suivant. Le leader du gouvernement, le chef de l'opposition officielle, la chef du deuxième groupe d'opposition, le chef du troisième groupe d'opposition, la députée de Laporte et le premier ministre. Alors, avant de poursuivre nos travaux, je comprends, Monsieur le leader, que tous les parlementaires ont convenu à ce moment-ci rendre hommage à Monsieur le Premier ministre qui participait aujourd'hui à sa dernière période des questions à titre de Premier ministre. Oui, Monsieur le leader? Consentement. Consentement, et vous devez être assis. Voilà. Donc, je cède la parole, telle que convenue, d'abord au leader du gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, quand on m'a demandé de prendre la parole pour souligner votre départ, j'avoue avoir hésité. Non pas parce que les mots me manquent, loin de là, mais parce que vous rendre hommage aujourd'hui implique de vous dire au revoir. Et ça, c'est pas facile. Je dirais même que c'est difficile. Quiconque ayant croisé votre chemin aura été marqué par votre amour indéfectible pour le peuple québécois. La capacité que vous avez à comprendre et à entrer en contact avec les Québécois, peu importe leurs conditions sociales et économiques. C'est admirable et ça inspire le respect. Pour reprendre la célèbre formule d'un de vos prédécesseurs, vous ne tolérez pas que l'on méprise notre monde. Vous avez plutôt choisi de l'écouter et vous avez toujours œuvré à faire avancer ses intérêts. Vous êtes resté fidèle à votre peuple, en tout temps, en toutes circonstances. C'est d'ailleurs cette écoute du peuple qui vous a amené à développer une troisième voie et à réussir avec brio le pari audacieux de créer un tout nouveau parti. Vous avez su bâtir une grande famille, la Coalition Avenir Québec, rassemblant des personnes de différents horizons. Tous animés par le désir de faire avancer notre pays réel. Grâce à ce nouveau projet nationaliste, vous avez donné corps aux ambitions politiques des Québécois, eux qui souhaitent avant tout que le Québec soit plus fort et plus autonome. Vous avez marqué l'histoire politique du Québec en mettant un terme à l'immobilisme dans lequel le clivage entre les oui et les non nous avait trop longtemps enlisés. Vous nous avez ainsi permis collectivement de renouer avec la fierté et l'espoir. Vous nous avez redonné le courage de nous tenir debout pour ce que nous sommes, pour ce à quoi nous aspirons. Comme Premier ministre, vous avez donné vie à cette troisième voie en alliant prospérité économique et fierté québécoise. Car comme vous l'écriviez à juste titre en 2015, sans la prospérité, la fierté manque de moyens, et sans la fierté, la prospérité manque de sens. Ces deux fondements ont guidé chacune de vos prises de décision et se sont traduits par des résultats concrets, des changements qui restent et qui ont une portée bien au-delà d'un mandat électif. Votre bilan à cet égard est exceptionnel. À ceux qui en doutent encore, je me permets de répondre en reprenant une expression que vous aimez bien. Les faits sont têtus. Quand nous étions dans l'opposition, vous répétiez que pendant que le Québec marche, l'Ontario court. Vous n'avez jamais lâché le morceau et aujourd'hui, grâce à votre vision, le Québec a battu l'Ontario et a battu le reste du Canada. Depuis que vous êtes devenu premier ministre en 2018, le PIB réel par habitant a davantage augmenté au Québec qu'en Ontario. Pour la même période, le pouvoir d'achat des ménages québécois s'est amélioré de près du double au Québec versus l'Ontario et dans le reste du Canada.
Tous les indicateurs en témoignent. Sur le plan économique, votre legs est majeur. Vous avez réussi à opérer un rattrapage essentiel et historique avec le reste du Canada, CQFD. Vous avez également mis de l'avant une vision énergétique ambitieuse qui continuera de profiter à l'ensemble des Québécois. En matière de défense de notre identité, vous avez su remettre au cœur du débat politique des questions d'importance existentielle pour la nation québécoise, la laïcité de notre État, la gestion de l'immigration et bien sûr la pérennité de notre langue. Grâce à votre détermination et à votre pragmatisme, notre gouvernement a réussi là où d'autres ont échoué avant lui, en ralliant les Québécois autour de consensus solides qui s'incarnent désormais dans plusieurs lois fondamentales. Je m'en voudrais, par ailleurs, de passer sous silence le grand héritage que vous laissez en matière sociale. Il faut d'abord souligner le réinvestissement historique dans les services et missions de l'État. Comme vous l'avez souvent rappelé, la richesse n'est pas une fin en soi, mais elle nous donne les moyens de nos ambitions. Pensons aussi à la plus importante modernisation du régime d'assistance sociale des 20 dernières années. Enfin, je tiens à saluer votre soutien indéfectible aux nombreuses réformes menées dans l'intérêt des femmes, notamment le déploiement des tribunaux spécialisés, les bracelets anti-rapprochement, la réforme de l'IVAC, ainsi que la hausse importante des salaires des infirmières, des éducatrices, des enseignantes, des préposés aux bénéficiaires, et j'en passe. Je crois sincèrement que ce qui hisse un politicien au rang de grand homme, ce qui fait basculer la carrière en destin, c'est la faculté de créer l'irréversible. Et, Monsieur le Premier ministre, j'ai la conviction que votre destin aura profondément fait évoluer le Québec. Vous vous apprêtez à tourner une page de votre carrière exceptionnelle au service des Québécois. Vous avez consacré près de 30 ans de votre vie active, de votre vie de famille à la politique. J'ai une pensée pour Isabelle, votre pilier et vos 2 fils, qui ont dû vous partager, notamment avec, et ça n'a pas dû être facile, avec les instances du Parti québécois, de la CAQ, avec le bureau de comté, les médias, les milliers d'allers-retours sur la 20 et la 40 et les innombrables déplacements au Québec et ailleurs. Ce sacrifice est réel et il impose un grand respect. En terminant, je tiens, Monsieur le Premier ministre, à vous remercier personnellement pour la formidable aventure des 15 dernières années. À la blague, je vous dis souvent, vous êtes ma plus longue relation après ma conjointe. Nous avons... Moi aussi. On me signale que la députée de Berthier dit elle aussi. Nous avons connu ensemble les premiers moments de la CAQ, les premières déceptions, les premières défaites, mais aussi les petites et grandes victoires qui vous ont permis de propulser le Québec vers de nouveaux sommets. Pour beaucoup, vous aurez été une figure rassurante dans les moments difficiles, un modèle de vaillance et de loyauté. Pour moi, vous serez toujours aussi un mentor et mon premier ministre. Cela aurait été un véritable privilège de servir à vos côtés pour la nation québécoise. Sachez que vous aurez toujours en moi un allié pour continuer à défendre vos idéaux. Monsieur le Premier ministre, au nom de votre famille politique et de tous ceux qui ont marché à vos côtés, j'ai l'honneur de vous dire merci. Je vais la reprendre. Merci. Merci d'avoir été là pleinement, car le Québec avait besoin d'être défendu avec clarté, cœur et ambition. Merci pour tout. Bravo. Merci, Monsieur le leader du gouvernement. Je reconnais maintenant
le chef de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Au nom de l'opposition officielle ici à l'Assemblée nationale, au nom du Parti libéral du Québec, ça me fait réellement plaisir d'offrir nos remerciements au premier ministre pour ces 8 années. Bien ça, Marc? 8 ans? Ouais? 8 ans. 8 ans. 8 ans. Pour ces 8 années à titre de premier ministre, mais aussi ces 24 années à titre de député ici à l'Assemblée nationale, ce qui en fait notre doyen, Madame la Présidente. Madame la Présidente, les collègues ici me connaissent comme un fier représentant de l'Outaouais, où je suis né, où j'ai passé la majorité de ma vie, mais j'ai aussi l'honneur d'avoir été un des tout premiers commettants du premier ministre. En 1998, j'avais 16 ans. Je commençais à peine mes études au cégep et je me souviens que nos voisins, chez moi, chez mes parents à l'Épiphanie, parlaient avec fierté du nouveau jeune député de la région. Ils en parlaient avec admiration. Un ministre pour la région, le ministre de l'Éducation, la grande prise de Lucien Bouchard. Ils avaient raison d'être fiers. Madame la Présidente, leur député, mon député, avait tout un parcours devant lui. Les gens de la Nodière l'ont élu en 1998, mais signe de grande complicité et de grande confiance, ce que très peu d'entre nous réussissent à mériter ici. Ils l'ont réélu en 2003, en 2007, en 2008, en 2012, en 2014, en 2018 et en 2022. On l'a dit, l'aventure politique du premier ministre a commencé en 1998 quand le premier ministre Bouchard a réussi à recruter un homme d'affaires qui l'impressionnait à tel point qu'il l'a nommé ministre de l'Industrie sans même qu'il soit élu. Madame la Présidente, pour outrepasser la démocratie habituelle, il faut être extrêmement confiant que le nouveau ministre va être à la hauteur des attentes des Québécois, qui va être un grand atout pour le Québec. Et M. Bouchard avait clairement une confiance absolue dans sa nouvelle recrue. Il faut dire, Madame la Présidente, que le nouveau ministre arrivait avec un CV impressionnant. C'était le PDG, le cofondateur d'Air Transat, mais il était aussi passé par Québécois, par Nationaire Canada, par Ernst & Young. Et même s'il était né d'origine modeste, mais fier et honnête, il arrivait au gouvernement avec un parcours impressionnant. Il y en a qui vont dire que le premier ministre, c'est un self-made man, Madame la Présidente. Mais il y en a d'autres qui vont dire qu'il est aussi le produit d'une des grandes avancées du Québec, l'époque de la démocratisation des études supérieures, qui a mené à un nouveau Québec Inc. francophone, fier, affirmé, dont il faisait partie. Madame la Présidente, une fois au gouvernement, il n'a certainement pas chômé. Après l'industrie et l'éducation, il a atterri à la santé. On ne peut clairement pas dire qu'on lui réservait les tâches les plus simples, mais il était toujours là pour relever le défi. Et parlant de défi, le premier ministre n'a pas choisi la voie facile. Il a choisi de fonder son propre parti. Il avait décelé, avec le sens politique qu'on lui connaît, il avait décelé qu'à cette époque, il y avait de la place sur l'échiquier pour une nouvelle voie. Et il a fondé la Coalition Avenir Québec. Et malgré des années pas toujours faciles au début, il a persévéré. Et pas une fois, mais 2 fois, il a remporté des gouvernements majoritaires à notre grande dame, Madame la Présidente. En 2018, avec 74 députés, en 2022, avec 90, et de mémoire récente, il n'y a que Robert Bourassa qui a fait mieux. Alors, vous me permettrez de dire au premier ministre qu'il se trouve en excellente compagnie. Pour beaucoup de Québécois, le premier ministre va toujours être indissociable de la pandémie. En 2020, il y a un lien unique qui s'est tissé entre le premier ministre et les Québécois. Jamais les Québécois n'ont été accrochés jour après jour aux lèvres d'un chef politique. Un exercice qui, j'en ai aucun doute, était particulièrement difficile pour lui. Comment à la fois préparer les Québécois aux jours difficiles, maintenir une adhésion aux règles, soutenir le moral des Québécois alors qu'ils faisaient face au deuil, à la peur, à la colère, à l'incompréhension. Chaque mesure, chaque décision a été et sera probablement longtemps encore scruté, analysé, comparé, jugé. Mais c'est évident pour tout le monde, Madame la Présidente, que le premier ministre, pendant cette période, a tout donné et a offert le meilleur de lui-même aux Québécois dans une période très pénible de notre histoire. Et pour ça, c'est toute la nation qui lui en est reconnaissante.
Madame la Présidente, la joute parlementaire étant ce qu'elle est, on a passé les 8 dernières années à critiquer l'action politique du premier ministre et à avoir des échanges souvent tendus. Mais la réalité, c'est que tout le monde ici a beaucoup en commun. Notre volonté de servir les Québécois, notre désir de leur offrir les meilleurs services publics, notre amour de la langue française, nos valeurs profondément québécoises. Et ça, ce sont des valeurs qu'on a reconnues quotidiennement chez le premier ministre. Alors enfin, Madame la Présidente, une carrière politique sur 28 ans, ça se fait pas sans un très grand sacrifice familial. Et je sais que le premier ministre a toujours compris l'importance d'atteindre cet équilibre familial-là, mais il faut reconnaître l'ampleur de la tâche, l'ampleur de sa tâche spécifique à lui, qui a assurément mené à des moments de privation pour son épouse Isabelle et pour ses fils et pour lui-même. Alors, à mon député et à notre premier ministre, merci. On espère que l'avenir vous réserve des moments de quiétude, des moments de bonheur en famille, des moments que vous avez pleinement mérités. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je reconnais maintenant Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est un moment émouvant, très touchant, historique même. Alors, à mon tour, Madame la Présidente, au nom de Québec solidaire, de remercier le Premier ministre pour toutes ces années de service public. C'est le temps maintenant de mettre les gants de boxe de côté, de les réserver pour le ou la prochaine première ministre et de saluer la longue carrière du premier ministre, une carrière politique importante, florissante, une carrière aussi longue que l'attente du retour de la Coupe Stanley à Montréal, quand même, il faut le faire. Je veux saluer vos principaux faits d'armes, Monsieur le Premier ministre. Vous avez été député depuis 1998. Je me rappelle, moi aussi, de votre venue. J'étais au cégep. Vous avez aussi été à la tête de ministères importants, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, des missions importantes pour l'État québécois. Vous avez aussi fondé un parti politique. On en sait quelque chose. C'est pas facile. Vous avez aussi été chef du deuxième groupe d'opposition avant de devenir premier ministre. Ça me donne de l'espoir. Une carrière comme celle-là, c'est plus qu'un simple parcours politique. Il faut le reconnaître. Vous avez littéralement marqué l'histoire récente du Québec. Je pense à tout ce que vous avez dû gérer comme premier ministre, toutes les responsabilités, des crises, des tempêtes, une pandémie mondiale. C'est pas rien. Les Québécois, pendant cette période très difficile, ont vu l'homme bienveillant qui aime son peuple derrière le politicien et ils vous ont fait cadeau d'une majorité historique en 2022. Pour durer comme vous l'avez fait, Monsieur le Premier ministre, ça prend de la détermination, ça prend du courage, ça prend de la résilience, ça prend une grande discipline. Et aussi, peut-être, je vais vous étonner, mais du talent. Ça prend du talent. Ça prend quand même beaucoup de talent pour éviter une question difficile en parlant de hockey ou de jus d'orange. J'ai pris note de ça. Et puis, il faut le dire franchement, vous avez aussi été un adversaire redoutable, toujours bien préparé, prêt à débattre. Honnêtement, Madame la Présidente et à tous mes collègues, après 1 an à débattre avec vous à la période de questions, je commençais sincèrement à savoir sur quel bouton peser pour vous piquer. Quand vous vous fâchez, c'est parce que c'est moi qui a placé les bonnes piques au bon endroit. Je dois avouer sincèrement que j'y prenais beaucoup de plaisir. J'espère que je vais avoir autant de plaisir. Je ne sais pas si je vais avoir le temps avec le futur premier ou première ministre. Évidemment, tout le monde le sait, nos ambitions pour le Québec, notre vision pour le Québec sont très éloignées, pour pas dire diamétralement opposées. Mais au-delà de nos divergences politiques profondes, il y a quelque chose d'important qui demeure.
c'est le respect de l'engagement. J'ai énormément de respect pour les gens qui s'engagent en politique et qui ont une carrière comme la vôtre, Monsieur le Premier ministre. Parce que choisir de servir, de s'exposer publiquement, d'encaisser les critiques, des fois justifiées, d'autres fois non, de prendre des décisions qui ne font pas l'unanimité, bien, ça demande quelque chose que peu de gens sont prêts à donner. La politique, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Ça demande des sacrifices personnels. Tout le monde le reconnaît ici. C'est exigeant, c'est ingrat, c'est imprévisible. Et pourtant, vous avez choisi d'y consacrer une grande partie de votre vie. C'est tout à votre honneur. Et aujourd'hui, vous tournez une page importante. C'est un moment qui mérite d'être souligné avec respect, avec sincérité. Je vous souhaite de profiter pleinement de ce nouveau chapitre dans votre vie, de prendre du temps pour vos proches, de ralentir, de faire toutes ces choses que la politique nous empêche de faire, de prendre soin de soi aussi, de faire du sport, de bien manger, d'avoir du temps. Je suis quasiment jalouse, non, c'est pas vrai. Bon, là, sincèrement, là, hein, je pense qu'il est temps qu'on la prenne, cette bière. Hein? Ça fait longtemps qu'elle attend. Je l'accepte. C'est sûr que Hubert, mon chum, va venir aussi avec nous pour pas faire de jaloux. Vous pouvez aussi inviter Isabelle. On pourrait aller au Dieu du ciel, où j'ai croisé un de vos fils récemment, dans mon comté. Après ça, on va aller au théâtre. Hein? Une belle vie du plateau. D'ici là, Monsieur le Premier ministre, profitez du fait de redevenir simple député. Hein, c'est une fonction noble qui est importante pour notre démocratie. Profitez-en. Merci encore une fois d'avoir consacré une partie de votre vie à servir les Québécois et Québécoises. Merci. Je vous remercie beaucoup, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Et je reconnais maintenant, pour son allocution, le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est difficile en 5 minutes de résumer 28 ans d'engagement politique, 28 ans de service public. Mais avant de le faire, je veux dire tout le bien que je pense de l'allocution du leader, député de Borgia, la sincérité et ma propre émotivité quand je vois les liens qui peuvent unir des gens en politique. Et à tous ceux qui disent que les députés sont des plantes vertes, puis qu'il y a juste du mensonge, puis des choses négatives, moi-même je suis émotif, mais revisionnez le discours du député de Borgia. Il y a du beau en politique. Il y a des convictions en politique et malheureusement pour nous tous, il y a des désaccords. Donc, 28 ans de service public, comment le résumer? Bien, moi, je résumerais de la manière suivante. Le premier ministre du Québec, François Legault, aime profondément le Québec. Et si on a à résumer, c'est ça qui me vient à l'esprit. Tout le reste découle de ça. Il aime profondément les Québécois. Et malgré nos désaccords profonds sur ce que l'avenir doit nous réserver, jamais j'ai douté une seule seconde de sa sincérité dans cet amour du Québec. Je dois parler de ses débuts en politique parce que c'est au Parti québécois. Je pense que je ne me trompe pas si je dis qu'il a fondé les débuts puis l'ensemble de sa carrière sur son idole qui est René Lévesque. On se souvient tous de cet homme d'affaires déterminé, la vedette du Parti québécois qui arrive d'Air Transat, devenu ministre de l'Industrie avant même d'être élu, se voyant confier les plus gros ministères, éducation et santé. Je vais prendre un moment donc pour le remercier d'avoir été 10 ans à la cause du Parti québécois, à la cause de la souveraineté du Québec, là, puis on a des désaccords, là, je pense que les gens à ce stade-ci sont au courant, mais quand même, c'est une contribution qui m'a guidé là, dans une large mesure, donc
On raconte sur François Legault qu'il était un des plus passionnés, un des plus décidés sur la question de l'indépendance, et je ne doute pas que ce soit vrai. Et parmi son héritage, il y a une grande partie de sa vie qui aura été consacrée quand même à faire du Québec un endroit où on décide par nous-mêmes, entièrement, un pays normal. Et on ne pourra jamais dire que le premier ministre n'a pas essayé, n'a pas consacré tous les efforts. Et dans le fameux budget de l'an 1 qui nous a amené à un nombre incalculable de questions et de réponses, quand même, je mentionne sa pédagogie et son courage, puis le fait que largement le travail que nous, on a entrepris, c'est celui du premier ministre et que son travail à l'époque était bien fait. C'est un travail qui est non pénible, et il l'a fait. Ensuite, après son passage au Parti québécois, il a fait un choix, puis c'est un choix que je respecte, c'est celui de fonder la CAQ et de poursuivre son engagement à travers une autre idée, celle de faire des gains pour le Québec à l'intérieur du Canada. C'est un choix qu'il a fait en espérant réaliser d'importantes avancées pour les Québécois et les Québécoises sur le plan de leur autonomie collective. Je veux souligner avec beaucoup de sincérité l'exploit remarquable qui consiste à créer de toutes pièces une nouvelle formation politique, puis en l'espace de 7 ans de la création du parti, prendre le pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'il y a de comparables dans l'histoire politique du Québec depuis l'Assemblée nationale, depuis que nous sommes une démocratie. Finalement, à travers toutes les époques, je pense sincèrement que le grand mérite du premier ministre aura été de permettre aux Québécoises et aux Québécois de s'approprier à nouveau un peu, pas assez à mon goût, mais de se réapproprier le débat sur leur avenir collectif et d'être capable de nommer des sujets, des choses et de les faire avancer. Puis ensuite, on peut débattre des heures sur comment on devrait les faire avancer, mais pendant 15 ans, nous avions devant nous un gouvernement des libéraux, là, pour ne pas les nommer, qui nous avait confisqué tout débat sur les enjeux nationaux. Rappelons-nous que c'est là qu'on était. Confisquer ce que nous sommes comme peuple. La discussion sur notre avenir venait avec des sermons, même une culpabilisation de notre différence et de nos choix démocratiques qui sont différents de ceux du Canada à certains égards. Nous avions à l'époque un gouvernement qui niait la précarité du français et qui trouvait davantage de suspicion dans la défense de notre identité, qui présentait en fait la laïcité, la planification de l'immigration, le français, comme les preuves des braises de l'intolérance au Québec. Bien, le premier ministre a changé la donne. Et il a apporté ces sujets-là, puis on a été capable d'en discuter et ce sont des lois aujourd'hui. On en a débattu longuement, mais ça doit être nommé. Il aura fait en sorte que la normalité, ce soit à nouveau défendre notre nation, travailler pour le Québec, dans sa spécificité, dans sa différence. Et je veux dire merci pour ça. Même si nous étions en désaccord sur l'efficacité des mesures, la manière d'agir, je dois reconnaître qu'il a redonné au Québec un certain goût de lui-même, un certain goût de se battre, ou à tout le moins, des fois, de l'idée de se battre. Des fois, je voulais qu'on aille plus loin. Moi, je n'ai jamais eu de plaisir à essayer de faire choquer le premier ministre. J'étais toujours dans l'espoir de le convaincre. Puis ça a donné beaucoup d'échanges passionnants. Mais prenons cette proposition évoquée par le premier ministre lors de la dernière élection, cette idée de tenir un référendum sur les pleins pouvoirs en immigration. Donc, des fois se battre, des fois simplement l'idée de se battre, mais quand même, ça semble avoir inspiré plusieurs personnes. Ça a même inspiré l'Alberta, peut-être, à voir le nombre de référendums auxquels ils vont eux-mêmes participer. Bref, un certain goût de rêver mieux. Minimalement, on peut tous s'entendre sur un goût de relever la tête. Relever la tête. Et je veux le souligner. Madame la Présidente, les seules fois que j'ai réussi à faire rire le premier ministre, c'est lorsque, durant la pandémie, il y avait des rencontres hebdomadaires entre les chefs et que je lui faisais des blagues sur Justin Trudeau. Encore aujourd'hui, je dis Justin Trudeau et je vois sa réaction. 6 années à se côtoyer à titre de chef respectif de nos formations politiques. François Legault a été péquiste, il a été caquiste, mais je pense qu'il n'a jamais été militant libéral, ni du PLC, ni du PLQ.
C'est un bleu et le hasard ce matin fait en sorte qu'il y avait un vote sur la laïcité. Il y avait 76 votes pour et c'était le vote des Bleus. Donc, je lui avais promis une question. Je lui pose la question, mais c'est une question pour laquelle il y aura une réponse peut-être un jour, mais je repose ma question. Que retient-il de sa tentative de faire des demandes dans le Canada? C'est une question qui est fondamentale pour la suite. Je vous pose la question, puis un jour, peut-être aussi, on pourra avoir une bière ensemble, mais je continue d'espérer. Viendra un jour où, peut-être comme on en a rêvé souvent, il l'a dit souvent, on sera tous unis. Nous avons été unis ce matin dans un vote. Et j'aimerais terminer sur une chose qui est sous-estimée dans le parcours du premier ministre. C'est l'instabilité dans le cadre de laquelle le 8 ans comme premier ministre de François Legault a eu lieu. C'est-à-dire que 8 ans où on peut dire que plusieurs choses anormales se passaient et le premier ministre devait garder le cap. 8 ans de bouleversement. Et durant cette période de pandémie et de situation géopolitique incertaine, il y avait un premier ministre qui, chaque matin, était là, tous les jours travaillait, et cet aspect vaillant, fiable, hyper travaillant, j'ai toujours eu une sincère admiration pour ça. Ça a marqué les gens durant la pandémie, mais si vous avez donné, Monsieur le Premier ministre, 28 ans de votre vie au service public, c'est toujours avec cette vaillance, et c'est une qualité que j'admire, et je vous le dis avec toute la sincérité du monde. Donc, c'est aujourd'hui la fin d'un parcours politique impressionnant pour le premier ministre, mais j'ai la certitude que ce n'est pas la fin d'un engagement profond envers le Québec. Et moi aussi, un jour, je la veux, ma bière, avec François Legault. Et donc, merci pour tout, Monsieur le premier ministre, avec beaucoup d'admiration. Merci, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Et je reconnais maintenant, pour son allocution, Madame la députée de Laporte. Merci, Madame la Présidente. Alors, je prends la parole au nom des députés indépendants pour saluer le Premier ministre, Monsieur Legault, pour les nombreuses années qu'il a consacrées à la vie publique et au service du Québec. Sachant qu'il est un amateur de tennis, permettez-moi d'emprunter cette métaphore pour évoquer son parcours. Un parcours qui, comme un match de tennis, s'est construit point par point au fil des échanges. Car la politique, comme le tennis, est exigeante. On s'y lance avec conviction, on s'y maintient par discipline et on progresse par le travail, les ajustements et la détermination. Parfois, il faut savoir se placer en position d'attente, retourner le service, tenir l'échange, franchir le filet des enjeux complexes et s'ajuster souvent très vite en attaque comme en défense. Au fil des années, il a occupé le terrain avec constance, il a pris part à des débats importants, il a posé des gestes qui ont marqué le Québec et il a assumé les responsabilités des plus hautes fonctions. Au fil des années, il a livré de nombreux matchs politiques, ajustant ses positions, s'adaptant constamment et imposant parfois le rythme. En politique comme au tennis, il faut accepter que chaque geste soit observé, que chaque décision laisse une trace. En politique comme au tennis, on ne joue jamais seul. Il y a les équipes, les collègues, les conseillers, et tous ceux qui, souvent dans l'ombre, contribuent à faire avancer le jeu, à l'image de l'entraîneur ou des ramasseurs de balles. Ce qui distingue un parcours comme le sien, c'est de rester dans le jeu malgré la pression, malgré les moments plus difficiles. Par amour pour le Québec, il a choisi de continuer à servir pleinement année après année. Et derrière ce parcours, il y a aussi une réalité familiale faite de sacrifices et d'adaptation. Nous souhaitons saluer son épouse Isabelle et ses fils, pour qui la vie politique a façonné le quotidien pendant près de 30 ans. Il quitte ses fonctions de premier ministre, mais demeure dans le jeu comme député.
une transition, un engagement qui se poursuit autrement, toujours au service du public. Car en politique comme au tennis, ce qui compte, c'est de continuer à jouer son rôle avec rigueur. En démocratie, les joutes politiques sont faites de débats, de visions différentes, parfois de franches oppositions. Mais elles reposent avant tout sur le respect de celles et ceux qui choisissent de s'engager et de servir le public. Et comme dans tout long match, il y a des tournants, des transitions, des jeux décisifs, des élans. Et en fin de match, il est juste de reconnaître le parcours accompli, ses réussites, ses défis et l'héritage qu'il laisse. C'est donc avec respect que nous soulignons son parcours, sa contribution et son engagement constant au service du Québec. Merci beaucoup, Madame la députée de Laporte. Je suis debout. Je n'ai pas l'intention de faire de longs discours. Monsieur le Premier ministre, nous devons vous donner la parole avant. Mais j'annonce mes couleurs. Monsieur le Premier ministre, c'est à votre tour de nous parler. Madame la Présidente, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, tous les collègues de tous les partis. D'abord, merci à ceux qui ont pris la parole pour vos bons mots. Vous allez me permettre de saluer aussi mon épouse Isabelle, qui est dans les tribunes. Elle a été avec moi pendant toutes ces années. Elle a fait des sacrifices pendant toutes ces années. Merci, Isabelle. Évidemment, c'est une journée remplie d'émotions pour moi. Dernière journée comme premier ministre ici à l'Assemblée nationale. Ça fait 7 ans et demi. 7 ans et demi. Que je suis ici comme le premier ministre des Québécois. C'est le plus grand honneur que j'ai eu dans ma vie. Mais il y a encore des jours où, Isabelle le sait, où je ne le réalise pas. J'ai encore un peu le syndrome de l'imposteur. Parce que, comme certains le disaient, je viens, le petit gars de Sainte-Anne-de-Bellevue, un milieu populaire. Mes parents n'ont pas fini leur 10e année. Mais ils m'aimaient. Ils m'aimaient et le plus grand regret, mon père est mort jeune, puis il n'a pas vu ce que j'ai fait, ni chez Air Transat, ni en politique. Vous savez, on travaille souvent pour ses parents. C'est là qu'on voit comment c'est important, la famille, parce qu'il faut motiver ses enfants. Et ils l'ont fait avec moi. Ils ont toujours cru à l'éducation. Oui, j'ai travaillé l'été, les fins de semaine. Oui, j'ai eu des prêts et bourses, mais mes parents m'ont aidé financièrement parce qu'ils croyaient à l'éducation. Puis, c'est à cause de l'éducation que le petit gars de Sainte-Anne
a été capable d'abord, avec des associés, de lancer une compagnie aérienne. Et c'est pour ça, je vois Pascal, mais je vois tous ceux qui ont travaillé avec moi au PQ ou à CAQ. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va douter que ma priorité, c'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé pour grandir comme être humain, mais c'est aussi la clé, c'est le plus grand moteur de développement individuel et collectif. Et on le répétera jamais assez. Je le sais, des fois, il y en a qui me disent « Ah, c'est pas payant, François, politiquement. » Moins payant parce que ça rapporte à long terme. Mais c'est ce qui est le plus important. Puis on a un devoir, tout le monde, de penser au long terme, penser aux prochaines générations. Puis la priorité des priorités, ça doit être l'éducation. Après Air Transat, j'ai accepté l'aventure de la politique. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je dirais... Puis tantôt, le chef du troisième groupe parlait d'une des personnes... À cause de deux personnes, René Lévesque puis Lucien Bouchard. René Lévesque, c'était vraiment ma grande inspiration dans ma vie. C'est lui qui m'a donné cet amour du Québec et des Québécois. J'ai senti comme le besoin de dire « faut que tu fasses ta part ». J'étais chanceux, choyé, et faut en retour faire quelque chose. Lucien Bouchard, écoutez, c'est lui qui m'a donné ma chance en politique. J'ai toujours été impressionné, même encore, par Lucien Bouchard, son charisme. C'était un plaisir de travailler avec lui, un homme avec un énorme leadership. Je le remercie de m'avoir donné cette opportunité. Inquiétez-vous pas, je ne me suis jamais pris pour ni René Lévesque ou Bouchard. J'ai été d'abord au Parti québécois. J'ai fondé la CAQ avec Martin Koskinen, Brigitte, toute la gang. Et peut-être pour un début de réponse à la question du chef du troisième groupe, sur la question nationale, sur cette volonté de protéger notre identité, je pense que les objectifs du PQ et de la CAQ sont proches, sont pas très différents. Les moyens sont différents. Vous savez que j'aime le hockey. Pour moi, il y a une phrase de Martin Saint-Louis, coach canadien, qui résume bien ce que je pense. Faut prendre ce que la game te donne. Faut prendre ce que la game te donne. J'irai pas plus loin que ça pour aujourd'hui. C'est vrai, là j'ai appris que la chef du deuxième bois faisait exprès de peser sur des pitons. Je disais hier au ministre de l'Environnement, c'est mon idole. Il est capable, lui, d'être tough, mais en restant calme. Moi, j'ai un petit peu de misère. Je me donne ça comme objectif au début de la période de questions, mais c'est rare que je suis capable d'y arriver. Oui, on a eu des débats corsés, mais sincèrement, on est capable de travailler ensemble. Et puis, on en parlait tantôt, évidemment, la pandémie.
Écoutez, c'était admirable comment on a travaillé ensemble pour les Québécois. Puis je vous dis un énorme merci à tout le monde pour votre solidarité durant cette période difficile qu'on a vécue. Merci. Bon, avant de m'éclipser, là, parce que je ne veux pas faire d'ombrage à la ou personne qui me remplacera, donc je vais surtout être dans mon comté. Puis en tout cas, j'ai plein de projets dans mon comté. J'ai du rattrapage à faire. Hein? Je vois un de mes maires qui est là, qui va être d'accord avec ça. 3 messages. 3 messages. Vous en ferez ce que vous en voulez, mais 3 messages pour l'avenir du Québec que je veux vous lancer. Le premier message, ça s'adresse même aux gens sur mon bord. Hein. Le rôle de l'État québécois dans l'économie. D'abord, il faut se rappeler que dans l'histoire de notre nation, ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, pour toutes sortes de raisons, ont été moins impliqués en affaires. Résultat des courses, quand on regarde le portefeuille de nos entrepreneurs, bien, il y a moins d'entrepreneurs au Québec qui ont des moyens de mettre de l'argent dans des grands projets. En tout cas, c'était comme ça. Ça s'est amélioré un peu, entre autres durant ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. C'était possible, entre autres, grâce à la création de la Caisse de dépôt par Jean Lesage et Jacques Parizeau. C'était possible aussi, il y a un gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait en économie, c'est Bernard Landry. C'est vrai que c'est moi, dans mes 3 mois de ministre de l'Industrie et Commerce, où j'ai annoncé le lancement d'Investissement Québec, mais c'était Bernard Landry, il avait tout préparé ça, infatigable. C'est Bernard Landry, quand il sortait les chiffres de chômage, il ouvrait une bonne bouteille quand ça avait baissé. Donc, ils ont fait beaucoup, mais il reste un écart de richesse. Puis oui, écoutez, c'est rendu même un avocat comprend ça, là, c'est bon. Au cours des 7 dernières années, ou 7,5, mais j'ai des chiffres juste pour 7, excusez, M. Lafontaine, on a réduit de 6 points, ça a l'air de rien, là, mais c'est beaucoup de milliards, de 6 points notre écart de richesse entre le Québec et le reste du Canada. Puis pourquoi on a fait ça? Bien, pour moi, là, aller voir la croissance des investissements des entreprises, on a aidé 25 000 entreprises. Et la croissance des investissements des entreprises a été beaucoup plus forte au Québec que dans le reste du Canada pendant ces 7 années. Puis ça a amené le reste, c'est-à-dire le PIB par habitant, le revenu disponible, les salaires, etc., etc. Mais, malgré nos efforts, il en reste encore un écart avec le reste du Canada, puis un écart encore beaucoup plus grand avec les États-Unis. Puis évidemment, pas besoin de vous dire, là, parler du protectionnisme puis de la situation, là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc la vérité, c'est que même encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a fait, il y a moins d'entrepreneurs qui ont des moyens d'investir dans un grand projet au Québec que dans le reste du Canada. Donc, la vérité, c'est qu'on a encore besoin de l'État québécois pour suppléer. Et il ne faut pas être naïf non plus. Tous les États dans le monde mettent en place des incitatifs pour attirer des emplois payants. Pourquoi? Bien parce qu'ils se repayent avec les impôts additionnels qui sont payés sur ces emplois payants. Je comprends, surtout quand on est en politique,
que c'est pas facile de gérer le risque qui est associé à ça. Hein. Sur 25 000 projets, s'il y en a quelques-uns qui marchent mal, trompez-vous pas, là, ces personnes-là vont choisir. Mais je vais vous dire une chose, puis c'est la même chose quand j'étais en affaires. Quand on ne prend pas de risque, on n'avance pas. Et il ne faut pas que les échecs nous paralysent. Bon, évidemment, quand on parle d'économie aussi, il y a Hydro-Québec. Ça aussi, c'est ma grande fierté. Quand je suis arrivé, il n'y en avait pas de projet chez Hydro-Québec. On manquait de clients industriels. On a pris notre petite valise, puis on est allé en chercher. Et on a 200 milliards de projets actuellement chez Hydro-Québec. Et je suis convaincu que l'avenir économique du Québec passe beaucoup par Hydro-Québec. On est chanceux au Québec. C'est pas moi là, qui ai fait ça, là. Peut-être les nouveaux projets, mais il y a des gens avant moi, René Lévesque, Robert Bourassa, tous ceux qui ont mis ça en place. L'hydroélectricité. Hein? L'hydroélectricité, là, je fais une parenthèse. Là. C'est comme une batterie. On fait couler l'eau, puis on a l'électricité quand on veut. Là, quand je vois mes collègues des autres provinces me dire « François, on va faire un partnership. Nous, on va faire l'éolien, puis toi, tu vas pas. » Parce que l'éolien, c'est intermittent. Le solaire, c'est intermittent. Mais nous, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité. Puis quand notre ami Trump aux États-Unis dit « Je veux des alumineries », bien, il n'y a pas d'énergie. Fait que, bon, profitons-en. Donc, mon premier message, les autres vont être plus courts. Mon premier message, c'est qu'on a encore besoin de l'État québécois pour se donner les moyens de nos ambitions. C'est pas une fin en soi, tu l'as bien compris ça aussi, Simon. J'écoute. C'est pas une fin en soi, mais il faut avoir des moyens pour investir dans nos programmes. Puis ça, il faut créer de la richesse. Mon deuxième message, ça concerne notre identité comme nation. Il faut qu'on réalise tous, là, de se retrouver à parler encore français au Québec après 4 siècles. C'était très improbable. Tu sais, s'il y avait eu quelqu'un qui avait eu à gager il y a 4 siècles, on va-tu encore parler français entouré d'anglophones? C'était très improbable. Mais depuis 400 ans, nos ancêtres, ils se sont battus. Ils se sont battus pour protéger notre langue, nos valeurs, notre culture. Puis quand je regarde la situation à Montréal, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que peu importe le critère qu'on utilise, que ce soit la langue à la maison, au travail, sur la place publique, il y a un déclin. Puis je pense que chaque député ici a une responsabilité d'inverser ce déclin-là. Il en va de l'avenir de notre nation. J'ai le goût d'ajouter un petit complément de réponse au chef du 3e groupe d'opposition. Quand on vote à Ottawa, il faut regarder qui promet de transférer des pouvoirs en immigration et autres. En tout cas, je ferme la parenthèse. Et oui, on a le droit de souhaiter protéger nos valeurs. C'est vrai qu'avec les nouveaux arrivants, notre nation évolue, mais on a le droit de souhaiter que le Québec reste le Québec. On a le droit. Et on doit continuer d'investir en culture. Une de mes grandes fiertés, j'ai eu beaucoup de pression d'Isabelle là-dessus, là, mais c'est d'avoir augmenté de façon importante le financement en culture. Même le ministre des Finances commence à comprendre ça. Puis je visitais hier le futur Musée national de l'histoire du Québec. Il est temps que ça existe, puis qu'on se permette d'être fiers
de notre histoire. Puis il y aura aussi à Montréal un musée de la chanson et de la musique. On peut être fiers de nos chanteurs, chanteuses. On peut être très fiers. Oublions jamais que la culture, c'est l'âme de notre nation. Je termine avec mon dernier message. Un message d'espoir. Vous savez, même si je viens d'un milieu populaire, quand j'avais 25 ans, là, je chantais que tout était possible. Puis aujourd'hui, avec Trump, avec les guerres, je comprends qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui sont pessimistes. Mais il faut faire attention de ne pas devenir cynique. Il ne faut pas que le cynisme remplace l'espoir. Chaque personne ici a la responsabilité de donner de l'espoir. Donner de l'espoir aux prochaines générations, croire en l'avenir, croire en l'humain, croire en nous. Merci tout le monde. Bravo. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je serai très brève, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, Monsieur le Premier ministre. Vous avez exercé et incarné les plus hautes fonctions. Incarné la fonction de Premier ministre, une fonction si importante pour la démocratie au Québec. Monsieur le Premier ministre, j'ai été à même de vous voir aller. 14 ans, ça passe vite. Je vous ai vu aller et je vous ai vu exercer cette fonction et l'incarner avec ce qu'il y a peut-être de plus important pour nous tous et nous toutes. Vous avez incarné vos fonctions et les avez occupées avec fierté. Qu'est-ce que vous l'avez dit, ce mot? Avec authenticité et avec amour du Québec. Merci pour tout, Monsieur le Premier ministre.
Alors maintenant, nous allons suspendre quelques secondes pour passer aux motions sans préavis, le temps de faire le changement de présidence. Merci infiniment. Merci tout le monde.